Salut à toi, jeune passionné de sport. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici sur Sported. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport que tout le monde connaît, qui est devenu ultra populaire, notamment par le biais de l'EPS et par le biais de l'équipe de France, masculine et féminine, qui maîtrise tout dans son domaine. Je parle bien évidemment du handball. La cinquième règle, c'est le gardien. Ça va être donc les interdictions et les autorisations pour le gardien. Pour ce qui est des autorisations, j'en ai noté trois principales. La première, ça va être qu'il a le droit de toucher le ballon avec n'importe quelle partie du corps pour défendre et non pour attaquer. Ensuite, il a le droit de se déplacer dans la zone sans les restrictions des joueurs, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer avec le ballon dans les mains sans dribbler. Ensuite, il a le droit de sortir de sa surface sans le ballon et de devenir un joueur en dehors de la surface, ou alors avec un ballon qui n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire un ballon qui roule au sol, hop hop hop, il sort, il le rattrape et il continue à jouer, il ne revient pas dans sa surface. Pour ce qui est des interdictions, j'en ai noté 6 principales. La première, ça va être la mise en danger de l'adversaire qui est interdite. La deuxième, il n'a pas le droit de sortir de la surface avec le contrôle du ballon. Ensuite, il n'a pas le droit de toucher ou de récupérer le ballon avec le pied pour l'empêcher qu'il sorte de la surface. Il n'a aussi pas le droit de toucher ou récupérer le ballon en dehors de sa surface en étant lui situé dans la surface. Il n'a pas le droit de revenir dans la surface avec le ballon une fois qu'il en est sorti. Et il n'a pas le droit de franchir la ligne de 4 mètres sur les jets de 7 mètres. La sixième règle, ça va être la surface de but. Donc au sein de celle-ci, uniquement le gardien a le droit de s'y trouver. Si un joueur rentre dans cette surface-là, il y aura donc une infraction qui va amener lieu à une sanction. Donc pour un attaquant, la sanction sera une remise en jeu et un renvoi par le gardien. Et pour un défenseur, la sanction sera ou un jet franc ou un jet de 7 mètres s'il empêche une occasion manifeste de but. Ensuite, un joueur qui va rentrer dans la surface, dans la continuité de son action, sans tirer un avantage de sa position, ne sera pas sanctionné. C'est-à-dire par exemple un attaquant qui fait un tir en suspension. Après son tir, il atterrit dans la zone, il n'y aura pas sanction, le jeu continue. Soit il y aura but, soit le gardien l'aura arrêté, ainsi de suite. Dans un deuxième temps, tout ballon qui roule dans la surface n'a pas le droit d'être joué par les joueurs. Il peut être joué et disputé uniquement par le gardien. En revanche, un ballon en l'air au-dessus de la surface a le droit d'être disputé également par les joueurs. Pour vous le dire, une passe en l'air avec un de ses partenaires qui récupère le ballon en l'air et qui marque, on appelle ça un kung-fu. C'est un geste technique au handball. Ensuite, si jamais il y a un ballon qui rentre dans ma propre surface, si moi je fais un mauvais geste et que le ballon va dans ma surface, si le ballon rentre dans le but, il y a le but. Si le ballon sort, il y aura remise en jeu pour l'équipe adverse. Et si et si le gardien empêche le ballon d'entrer dans le but, il aura alors un jet franc. La septième règle, c'est le maniement du ballon. Il est donc autorisé de jouer le ballon avec les mains ouvertes, il est avec les bras, avec les cuisses, avec le torse, avec les genoux, avec la tête. Et on a le droit de le garder maximum 3 secondes sans faire de mouvement. Ensuite, on a le droit de faire maximum 3 pas avec le ballon. À la différence du basket où c'est 2 pas, parce qu'au basket, il y a ce qu'on appelle le pied de pivot, où l'on peut bouger. Au handball, c'est interdit. Dès qu'un pied est bougé, c'est considéré comme un pas. Ensuite, on a le droit de se déplacer en dribblant, c'est-à-dire en faisant rebondir le ballon au sol sans l'arrêter. Et en revanche, il est interdit de jouer le ballon avec le pied ou avec la jambe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la règle du jeu passif. Le jeu passif, c'est de conserver le ballon sans réellement tenter d'attaquer ou de marquer. C'est une infraction qui est sanctionnée par un jet franc. Pour les attaques, l'arbitre va donc signaler le jeu passif et l'équipe qui attaque a le droit de modifier sa stratégie et aura surtout maximum 6 passes pour pouvoir tenter un tir. Donc dans les règles, il est autorisé d'enlever le ballon à l'adversaire avec la main ouverte, de contrôler sa course avec les bras pliés ou encore de barrer sa trajectoire avec le torse. En revanche, il est interdit d'arracher le ballon à l'adversaire, de barrer son adversaire sans le torse ou sans les bras pliés. Il est interdit de retenir son adversaire ou encore de se jeter contre un adversaire, forcément. Pour cela, il y aura donc 3 sanctions qui sont possibles en fonction de l'irrégularité, en fonction de l'infraction commise. Donc, soit un avertissement, soit une exclusion de 2 minutes,
ou encore une disqualification, l'équivalent d'un carton rouge, le joueur est exclu et ne peut plus participer à la rencontre, qui peuvent se faire avec ou sans rapport écrit pour une exclusion pour les prochaines rencontres. En effet, il va y avoir des cas où il est valable et des cas où il est non valable. Pour qu'un but soit considéré valable et donc valide, il faut que le ballon ait entièrement franchi la ligne de but avant une interruption du jeu, soit par le sifflet, soit par le signal sonore de fin. Et ensuite, pour qu'un but soit valable, il ne faut pas qu'il soit marqué par un gardien contre son camp sur un renvoi. En effet, sur un renvoi, une remise en jeu, un renvoi du gardien, le gardien ne peut marquer contre son camp. Si le ballon rentre dans son but, on refera juste une remise en jeu, car si le ballon est sorti par le gardien, il ne peut pas y avoir sortie pour l'adversaire, mais la sortie est pour sa propre équipe. Au début d'un match, il va y avoir un tirage au sort. Comme au football, comme on l'a vu sur mes dernières vidéos, effectivement, les deux capitaines vont réaliser un tirage au sort avec l'arbitre. Le gagnant du tirage au sort choisit ou son camp ou l'engagement, et le perdant prend ce qui reste. Donc ensuite, pour ce qui est de l'engagement, le joueur doit avoir un pied sur la ligne médiane et le deuxième pied ou sur la ligne médiane ou derrière, mais pas de pied en avant sur la ligne médiane. Pour ce qui est du début d'une période de jeu, tous les joueurs doivent être dans leur camp, que ce soit les attaquants ou les défenseurs. En revanche, après un but, c'est-à-dire dès qu'il y a but, pour faire la remise en jeu et l'engagement, il faut que tous les joueurs de l'équipe qui engagent, donc tous les défenseurs, soient dans leur propre camp. Que les attaquants soient dans le camp adverse, ce n'est pas grave, ça n'empêche pas l'engagement après un but. La 11e règle, c'est la remise en jeu, ou la plus communément appelée la touche. Donc, il y aura touche si le ballon franchit entièrement la ligne de touche, ou si le ballon franchit la ligne de but, la ligne de sortie de but, pardon, après un contact avec un défenseur et non avec un gardien, car si c'est un gardien, il aura simplement remise en jeu pour le gardien. Ou encore, s'il y a un contact avec le plafond, avec le ballon. Enfin, le ballon a un contact avec le plafond. C'est-à-dire que s'il y a un contact avec le plafond, touche. Donc la touche va se faire soit au point de sortie sur la ligne de touche ou au point le plus proche du contact entre le ballon et le plafond. Ensuite, elle va se faire avec un pied sur la ligne de touche minimum et les adversaires doivent être placés à au moins 3 mètres du lanceur qui remet en jeu le ballon. La 12e règle, c'est le renvoi ou la remise en jeu pour le gardien. Donc il y aura deux cas possibles pour lesquels on considérera donc qu'il y aura renvoi à faire. Donc le premier cas, ça va être une sortie du ballon derrière la ligne de sortie de but, soit après un contact avec un attaquant, un dernier contact pardon, avec un attaquant, ou avec le gardien. Dans un deuxième temps, il y aura renvoi s'il y a une infraction de zone faite par un attaquant. Et ensuite, donc, le renvoi se fait par le gardien depuis sa surface de but. La règle numéro 13, ça sera le jet franc ou le coup franc. Il y aura jet franc à la suite de plusieurs situations. Soit une irrégularité d'un attaquant qui empêche le défenseur de récupérer le ballon immédiatement, ou une irrégularité d'un défenseur qui fait perdre le ballon à l'attaquant, ou une irrégularité sans que le ballon soit en jeu, ou plutôt lorsque le ballon est considéré hors jeu. Ou alors, sans irrégularité, mais dans ce cas, le ballon reviendra à l'équipe qui est en possession au moment de l'arrêt du jeu. Dans un deuxième temps, le jet franc est signalé par un coup de sifflet et le joueur qui est en possession du ballon doit le relâcher de façon à ce qu'il soit jouable immédiatement par l'adversaire. Ensuite, pour l'exécution d'un jet franc, il se fait sur le lieu de l'irrégularité ou au lieu où était le ballon au dernier moment, la dernière localisation du ballon. Ensuite, il se fait donc sans coup de sifflet. Aucun des attaquants ne peut franchir la ligne de jet franc, donc la ligne des 9 mètres au-delà du but. Ensuite, les jets francs se font en dehors de cette délimitation des jets francs. Et dans un dernier temps, tous les adversaires doivent être à 3 mètres minimum. Bien évidemment, si un attaquant franchit la ligne de jet franc avant l'exécution du jet franc, il y aura une infraction qui sera passible d'un jet franc pour les défenseurs. La règle numéro 14, ça va être le jet de 7 mètres, ou le penalty qu'on appelle un jet de 7 mètres en handball, car c'est un jet qui se situe à 7 mètres du but. Donc il aura lieu dans 3 cas possibles. Soit un anéantissement d'une occasion manifeste de but, soit un coup de sifflet non opportun qui coupe une occasion manifeste de but, ou encore suite à l'empêchement d'une exécution d'un jet franc. Ensuite, pour l'exécution d'un jet de 7 mètres, les joueurs, donc le tir va se faire dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet.
derrière la ligne des 7 mètres, à 1 mètre maximum de cette ligne-là, donc entre 7 et 8 mètres du but. Les autres joueurs vont devoir se positionner derrière la ligne de G franc, donc au-delà des 9 mètres, pardon. Et les adversaires vont devoir se positionner à au moins 3 mètres du jet de 7 mètres. S'il y a une infraction qui est commise par les attaquants, il y aura alors G franc pour les défenseurs. Et si il y a une infraction des défenseurs, le jet de 7 mètres est à refaire s'il n'a pas été conclu. Ensuite, le gardien, lui, n'a pas le droit de franchir la ligne de délimitation qui est située à 4 mètres de son but. Sinon, le jet franc est à refaire. Et il est interdit de changer de gardien au moment où le tireur est prêt à réaliser son jet. Pour qu'un jet soit considéré valide, il faut qu'il respecte 4 règles. Donc, la première, ça va être que le lanceur ait au moins un pied en contact avec le sol. La deuxième, ça va être que le ballon soit dans la main du lanceur. La troisième, ça va être que le jet est considéré réalisé dès que le ballon a quitté la main du lanceur. Et la quatrième, ça va être que le lanceur ne peut retoucher le ballon une deuxième fois avant que ce dernier n'ait touché ou un autre joueur ou un montant du but. Ensuite, pour ce qui est des jets qui vont être réalisés après un coup de sifflet de l'arbitre, donc le joueur considéré lanceur devra réaliser son jet après 3 secondes maximum après le coup de sifflet. Ensuite, donc, ces jets seront dans plusieurs situations. La première, ça sera donc soit sur un engagement, soit sur un jet de 7 mètres, soit sur une reprise de la rencontre après un arrêt du temps, soit sur un retardement à l'exécution d'un jet, soit sur une correction d'imposition d'un des joueurs, attaquant ou défenseur, avant le jet, ou alors sur une recommandation verbale ou un avertissement de l'arbitre. Maintenant, si un des attaquants commet une infraction après le coup de sifflet pour le lancer, là, donc il y aura jet franc pour les défenseurs. La règle numéro 16, ça va être les sanctions. Il y a donc 3 sanctions possibles. Donc, soit un avertissement qui est l'équivalent d'un carton jaune qui aura donc lieu avec au maximum une fois par joueur et 3 fois par équipe avant de passer à la sanction d'après, c'est-à-dire la sanction d'après, une exclusion de 2 minutes, qui elle aussi va pouvoir engendrer au bout de la 3e la sanction supplémentaire, c'est-à-dire une disqualification. Donc, au bout de la 3e exclusion de 2 minutes pour le même joueur, il sera donc disqualifié, c'est-à-dire qu'il va prendre un carton rouge, il sera exclu de la rencontre jusqu'à la fin. Ensuite, il y a un cas particulier s'il y a plusieurs infractions, plusieurs irrégularités dans un même temps. Ça sera la plus lourde qui sera sanctionnée en omettant les autres sanctions. On peut cumuler 2 exclusions avant la reprise du jeu s'il y a toujours une sanction. Et une irrégularité qui est commise avant la reprise du jeu suite à une disqualification amène à une exclusion supplémentaire de 4 minutes au lieu de 2 minutes. Ensuite, s'il y a une infraction en dehors du temps de jeu avant le jeu, il y aura une sanction classique. Et si c'est en dehors du temps de jeu après la rencontre, il y aura un rapport écrit sur les joueurs, le ou les joueurs qui doivent être sanctionnés. La règle numéro 17, ça sera les arbitres. Il y a 2 arbitres par match au handball. Donc tous les 2 sont maîtres du jeu, maîtres des sanctions, maîtres des équipements et donc ils veillent à l'application des règles du jeu. Si au cours de la rencontre, un des 2 arbitres ne peut pas finir le match ou n'est plus en état pour finir le match, alors le deuxième continuera tout seul jusqu'au bout. Si sur une sanction ils ne sont pas d'accord tous les 2, ce sera donc la sanction la plus lourde qui va devoir primer. Et si les 2 arbitres ne sont pas d'accord sur l'équipe qui est en possession du ballon, alors c'est après avoir réalisé une consultation, après avoir échangé tous les 2, après avoir arrêté le temps du jeu, échangé tous les 2, que la décision conjointe sera prise, une décision commune. Ensuite, les arbitres peuvent utiliser des systèmes électroniques de communication en fonction des instances compétentes sur les compétitions en cours. En plus des arbitres, nous aurons un secrétaire et un chronométreur. La 18e et dernière règle de l'IHF, c'est le secrétaire et le chronométreur. Le secrétaire, il va être en charge du contrôle de la feuille de match, du contrôle de la composition des équipes et des inscriptions après l'entame du match sur la feuille de match si lui-même l'autorise. Pour ce qui est du chronométreur, il va donc devoir contrôler le temps de jeu, donc ce qui va être le temps, la remise du temps, l'arrêt du temps, etc. et les exclusions temporaires. Ensuite, si dans un match, il n'y a pas de tableau d'affichage avec un chronomètre, alors l'arbitre va devoir à chaque arrêt du temps signaler le temps écoulé et le temps restant à chacun des responsables d'équipe, donc à chacun des coachs. Ensuite, si dans le même match ou si dans un autre match, le chronomètre n'a pas de signal automatique, c'est donc
au chronométreur de prendre la responsabilité de donner le signal sonore de fin de mi-temps et de fin de match. Et dans le cas où le tableau d'affichage ne permet pas d'afficher les exclusions temporaires, ça va donc être au chronométreur de marquer sur un carton le temps auquel le joueur est sorti, le temps auquel le joueur est exclu. Il le note sur un carton et le pose sur son bureau de façon à ce que le responsable d'équipe puisse le voir. Encore une fois, merci d'avoir tout regardé. Vous pouvez donc devenir des experts du handball grâce à cette vidéo. Vous êtes encore rentrés dans l'élite! Et n'oubliez pas, le sport est un jeu, amusez-vous!